guidage. Alors pour expliquer ce que c'est que le guidage, dans le contexte de la robotique, je vais devoir rappeler ce qu'est la navigation, euh, le contrôle, et puis de voir à l'intérieur de ça ce que représente le guidage. Alors le concept qui réunit les trois, c'est ce qu'on appelle le NGC, qui signifie Navigation, euh, Guidance and Control. Alors pour cela, je vais considérer un système qui est décrit par les équations d'état x point égale f de x virgule u. Ça, c'est mon robot. Alors, les sorties, contrairement à ce qu'on avait dans le contexte précédent, des vraies sorties, des sorties capteurs. Alors, je ne sais pas, je vais les appeler par exemple ici z. Z égale une fonction g qui dépend de x. Et l'ensemble que j'entoure ici, c'est une représentation abstraite de mon robot. L'entrée U, ça correspond à mes actionneurs, et Z, ça correspond à mes capteurs. Alors pour l'instant, je n'ai pas trop parlé dans le cadre de ce chapitre de ces capteurs, mais en pratique, il faut les prendre en compte et on ne mesure pas directement l'état. Alors ce qu'on entend par navigation souvent, c'est l'observateur d'état. Alors l'observateur d'état, l'observateur, c'est une boîte, alors que je vais entourer ici, qui possède pour entrer mes capteurs, donc mes sorties capteurs, que je vais rentrer ici, les données actionneurs que je connais ici, et qui va me retourner une estimation X chapeau de l'état. Alors, souvent en robotique, ça c'est ce qu'on appelle la navigation. Alors attention, navigation est souvent employée dans un autre sens, mais, mais fréquemment, quand même, il est employé en termes d'observateur d'état. Alors moi je préfère le terme observateur d'état, et là-dedans on retrouve les techniques classiques du filtrage de Kalman. Nous, dans le cadre de ce cours, on a considéré qu'on mesurait l'état X. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, une fois que j'ai X, ici, je vais générer par le guidage, alors ça c'est la boîte qui nous intéresse en ce moment, guidage, qui va nous générer les directions à suivre. Alors les directions, ça peut être par exemple, alors je représente ça par une flèche ici, aller nord-est avec une vitesse de 3 mètres par seconde. Voilà, c'est ce qui est représenté par cette flèche-là. Donc, on va la représenter, on va voir tout à l'heure, par une sorte de champ de vecteurs. Alors là, je représente de cette façon-là un champ de vecteurs qui nous dit, en fonction de là où on est, dans quelle direction on doit se trouver. Donc ça, c'est le guidage. Et ensuite, il y a une dernière chose, alors qu'on connaît un peu mieux, une dernière boîte qui va nous fabriquer le U. Donc ici, qui à partir de notre référence en fonction de là où on veut aller avec la vitesse à laquelle on veut aller, ici on va avoir le contrôle. Alors, tout ce que j'entoure ici, voilà, tout ce que j'entoure ici, c'est ça ce qu'on appelle un contrôleur par retour de sortie, donc le NGC. Et on alimente par une consigne W qui va nous dire, bon, qui va représenter notre consigne à suivre. Donc pour commencer, on va s'intéresser au guidage sur la sphère. Alors cette sphère représente bien évidemment la Terre,
Et la Terre est ronde, et lorsque nos robots vont se promener sur un environnement assez vaste, on ne peut plus considérer qu'elle est plate, on ne peut plus considérer un repère cartésien. Il va falloir se repérer à partir de la longitude et de la latitude. Alors ça, c'est ce qu'on appelle en mathématiques les coordonnées sphériques. Alors, vous avez ici la longitude qui correspond à l'angle LX, que l'on voit ici. Vous avez aussi la latitude qui correspond à LY, que l'on voit là. Et cette sphère a un rayon qu'on va dénoter ρ, que je représente là, qui représente le rayon de la Terre. Alors, le système de coordonnées sphériques, on va repérer un point par l'angle LX, LY et ρ, la distance au centre. Et on va se placer dans un repère cartésien, ici noté X, Y et Z. Donc ce point que vous voyez ici, le point que je vais appeler M, qui est là, possède dans le repère géographique, alors le repère géographique possède pour origine O le centre de la Terre, ou le centre de la sphère en général, et on va se repérer suivant une direction X, l'autre direction Y et Z, et je vais avoir la transformation suivante. Alors, si je prends ce point-là, le point M, si je le projette dans le sens de LY, je vais faire intervenir le cosinus. Et puis ensuite, je vais le reprojeter suivant LX, donc je vais avoir le cosinus de LX et le cosinus de LY qui vont intervenir. Donc de cette façon-là, avec cette représentation-là, je vais avoir un X qui va valoir alors ρ fois cosinus LX cosinus LY. Alors maintenant, pour avoir le Y, alors le Y qui se trouve là, je vais toujours projeter dans le sens de LY, donc je vais faire apparaître le cosinus de LY, puis ensuite le sinus de LX. Donc ici, je vais avoir Y qui est égal à ρ fois cosinus de LY multiplié par le sinus de LX. Et enfin, en ce qui concerne Z, je vais projeter de façon complémentaire par rapport à l'angle LY, donc faire intervenir du coup le sinus. Je vais donc avoir ici Z est égal à ρ fois sinus de LY. Alors maintenant, lorsque je fais un petit mouvement de M et que je vais me déplacer de façon infinitésimale, je vais modifier à la fois LX, LY et ρ, et de la même façon, je vais en déduire une variation pour X, pour Y et pour Z. Donc pour obtenir la relation différentielle, il va falloir que je prenne cette relation-là, qui représente en fait une fonction qui va de R3 dans R3. Je vais la différencier, faire apparaître la matrice jacobienne. Donc pour cela, j'écris que la variation dx, dy, dz égale une matrice qui correspond à la matrice jacobienne multipliée par la variation infinitésimale de la longitude, de la latitude et de la distance au centre de la Terre. Alors, pour obtenir cette matrice jacobienne, je vais devoir calculer la dérivée de cette quantité-là, d'abord par rapport à Lx, puis par rapport à Ly, puis par rapport à ρ. C'est ce que je vais faire là.
Donc ici, j'obtiens moins ρ cos Ly multiplié par sin Lx. Voilà lorsque je dérive par rapport à Lx. Ici, moins ρ fois sinus de Ly multiplié par cos Lx. Alors là, c'est lorsque je dérive par rapport à Ly. Et enfin ici, cos Ly multiplié par cos Lx. Bon, de la même façon ici, j'obtiens ρ cos Ly cos Lx. Donc là, je suis en train de dériver ça. Moins ρ fois sin Ly sin Lx. Et enfin ici, cos Ly sin Lx. Et enfin, pour la dernière qui est là, j'obtiens 0 ρ cos Ly sin Ly. Et donc, cette matrice que je viens d'écrire ici, ça correspond à la matrice jacobienne. Voilà, une fois que j'ai ça, ben on comprend bien que lorsque je bouge suivant Lx, mon point de référence, alors je vais peut-être revenir ici, lorsque je bouge suivant Lx, le point de référence va se déplacer vers l'est. Lorsque je bouge suivant Ly, je vais me déplacer donc dans les sens croissants vers le nord. Et puis lorsque je m'éloigne du centre de la Terre, je vais donc aller vers le ciel. Et cet ensemble-là forme trois vecteurs. Donc ces trois vecteurs-là, que je vois apparaître donc ici, celui-là et celui-là, ces trois vecteurs sont orthogonaux entre eux, mais ne possèdent pas une norme égale à 1. Alors en effet, c'est assez facile à vérifier. C'est ce que je vais faire maintenant. C'est donc pas exactement une matrice de rotation. Si je prends ce premier vecteur-là, qui correspond, celui-là, qui correspond donc à un déplacement suivant dlx qui va se traduire par un déplacement vers l'est. Donc ça, ça correspond à un déplacement vers l'est, celui-là vers le nord et celui-là vers le ciel. Donc si je prends ce vecteur-là, je vais calculer sa norme, ça va me donner ρ multiplié par cos Ly multiplié par ce vecteur que vous voyez ici. Il a une norme égale à 1, donc la norme du vecteur complet, ça correspond à ça. Donc, de la même façon, si je prends ce vecteur-là, celui-là, je peux faire le calcul de la norme, et en prenant en compte le fait que sinus carré plus cosinus carré est égal à 1, je me rends compte que la norme de ce vecteur-là, c'est égal à 1. À ρ, excusez-moi. À ρ. Et la norme de ce vecteur-là, donc de celui-là, c'est égal à 1. J'en déduis donc que pour obtenir une matrice de rotation, il va falloir que je normalise ces trois vecteurs. Et donc la matrice de rotation associée à cette matrice jacobienne, je vais l'écrire ici, c'est R égale, donc ça va me donner ici moins sin, alors je divise toute cette colonne par cette quantité-là, ça va me donner moins sin
Lx cos Lx 0 moins sin, alors je divise toute cette colonne-là par ρ, moins sin Ly cos Lx moins sin Ly sin Lx cos Ly, enfin je prends la dernière colonne, bon je vais la recopier à l'identique, cos Ly cos Lx, cos Ly sin Lx et sin Ly. Donc ça, c'est une matrice de rotation que je vais pouvoir utiliser pour passer d'un repère à l'autre. Ainsi, si j'ai un vecteur, alors prenons un vecteur ici que je vais appeler, mettons, V. Alors un vecteur quelconque, je l'appelle V, ce vecteur. Ben, je peux passer de ce repère-là, alors par exemple que je vais appeler ce repère-là, que je vais appeler R1, vers ce repère x, y, z, donc géographique, celui qui est là, que je vais pouvoir appeler R0, par uniquement en prenant comme matrice de changement de repère cette matrice de rotation. Donc la formule de changement de repère s'exprime par V exprimé dans le repère R1, c'est égal à cette matrice de rotation R transpose, multiplié par V, ce même vecteur exprimé dans R0. Alors en quoi cette formule est importante? Ben, je vais reconsidérer ici la sphère et je vais prendre un robot qui par exemple se trouve dans cette position-là et puis un autre qui se trouve par exemple ici, peu importe. Alors chaque robot, on lui associe un repère est, nord, ciel, est, nord, ciel, et celui-là est positionné en M, par exemple, et celui-là est positionné en A. Alors, ce robot observe un objet dans son voisinage, ou tout simplement, ça peut correspondre à lui-même, il sait qu'il avance à une vitesse que je vais appeler V, dans son propre repère. Et il veut communiquer à l'autre quelle est sa vitesse, mais bien évidemment, ce robot-là devra le repositionner dans son propre repère. Alors pour faire cette opération, on va utiliser cette formule-là, en disant que V vu par M, c'est égal à R transpose qui dépend de la latitude et la longitude de M, donc dépend de LXM, LYM, multiplié par le vecteur V, qui lui, par exemple, peut être exprimé dans le repère R0, le repère géographique que vous avez ici. De la même façon, VA, je vais lui appliquer cette même formule, R transpose fois LXA, donc longitude et latitude de A, fois ce même vecteur exprimé dans R0. Je rappelle que l'inverse d'une matrice de rotation, c'est sa transposée. Donc, de ces deux relations, j'en déduis que VA, ça va être égal à R transpose de LXA, LYA fois VR0, mais VR0, je le retrouve ici, ça va correspondre à multiplié par R, alors l'inverse de R transpose c'est R, de
LXM LYM multiplié par, euh, VM. Donc de cette façon-là, je suis passé de cette représentation-là dans le repère de M à, euh, à la représentation dans le repère du robot A. Alors souvent en robotique, euh, on n'aime pas trop manipuler les longitudes et latitudes. On préfère passer dans un repère cartésien lié à une carte locale. En effet, notre robot très souvent ne va pas se promener sur toute la Terre, il va rester dans une zone bien localisée et on définit une carte, alors ici que je vais représenter en vert, qui va être centrée autour d'un point de référence. Alors ici, M c'est ce point de référence. Il est repéré par sa latitude, sa longitude, éventuellement son altitude. Et on va avoir ici un point A qui va se promener dans cette carte et moi j'aimerais bien pouvoir le référencer dans un repère ici où on voit I vers l'est, J en direction du nord et K en direction du ciel. Alors pour faire cette transformation, je vais considérer bien évidemment la formule de changement de repère et je vais à nouveau faire apparaître ma matrice de rotation, mais qui ici, M étant mon point de référence, je me retrouve avec des M un peu partout. Alors là, j'ai fait un copier-coller de la matrice que j'avais écrite tout à l'heure, et c'est celle que j'avais appelée précédemment R transpose de LXM. Excusez-moi, c'était R de LXM LYM. Alors, si j'applique cette formule à un vecteur bien particulier que je vais représenter ici, qui est le vecteur O. Alors, O, c'est le centre de la Terre, et ici, je vais jusqu'à A. Donc, ce vecteur, c'est le vecteur OA. Alors, j'applique ce vecteur-là va avoir ici dans le repère R1. Ça va être donné par x tilde, y tilde, z tilde, plus rho m. Où x tilde, y tilde, z tilde correspondent aux variations dans ce repère-là. Donc là, ici, je vais avoir x tilde. Bon, c'est difficile à représenter, mais ici, j'ai représenté x tilde. Y tilde, c'est tout dans cette carte-là. Alors, cette matrice-là, multipliée par le vecteur représenté donc, dans le repère R0, donc ici, ça va être OA représenté dans le repère R0, alors qu'avant c'était dans le repère R1. Et bien évidemment, il est donné par la formule de transformation en coordonnées sphériques, que je réécris ici, cos Y sin LX, et rho sin LY. Alors qu'ici, j'avais OA exprimé dans le repère R1. Alors si je multiplie bêtement cette matrice par ce vecteur, je vais faire apparaître, sachant que LY et LYM, alors ça j'aurais peut-être dû mettre indice A, ce que j'ai pas fait, mais
si jamais je les multiplie, en prenant en compte le fait que Lx est à peu près égal à Ly, tout du moins, enfin Lym est à peu près égal à Ly au premier ordre, c'est-à-dire Ly à peu près égal à Lym, parce que je reste autour de la carte en prenant en compte le fait que Lx pour A est à peu près égal à Lxm, pareil pour ρ. Ρ est à peu près égal à ρm. Et ben, je vais faire apparaître des cosinus par des formules trigonométriques, cosinus de Lxm moins Lx, des cosinus de Lym moins Ly, et ça je vais pouvoir les approximer. Et je vais obtenir une formule qui va me permettre de passer en coordonnées locales. Alors je vais peut-être essayer de le représenter différemment, plutôt que de faire des calculs assez laborieux. Je vais essayer de le représenter ici en prenant en compte le fait que le cercle que l'on voit ici, là, ça correspond au méridien qui est là. Et ce que je suis en train de représenter, c'est une vue de dessus de ce qui se passe autour de M. Donc le point M qui était là se retrouve ici. L'angle qui était là se retrouve ici. Le rayon de ce cercle parallèle correspond donc est lié bien évidemment à l'angle LY et le rayon correspond à ρ cos LY. Donc, si jamais je bouge mon point M de façon infinitésimale dans ce sens-là, je vais faire une variation autour, donc je vais augmenter Lx, et je vais obtenir le fait que x tilde, cette variation, c'est égal, à peu près égal, tout du moins au premier ordre, à ρ cos Ly multiplié par le Lx moins Lxm. Alors, voilà pour la première relation. Pour la deuxième relation, je vais maintenant considérer ce cercle-là. Alors, tout ce cercle que l'on voit ici, c'est celui que je vois ici. Là. On voit ici donc une vue dans ce sens-là de ce cercle qui correspond à un des méridiens qui passe par M. Donc le point M qui était là, on le revoit là. Et je vais regarder ce qui se passe lorsque je bouge légèrement dans le sens de J ce point M. Alors, étant donné que le rayon de ce cercle correspond maintenant non plus à ρ cos Ly, mais garde un rayon égal à ρ, la formule devient ici y tilde est égal à ρ, donc il n'y a plus le cos Ly, fois Ly moins Lym. Et enfin, pour le dernier, c'est z tilde, donc l'altitude en prenant le sol comme référence, ça va être égal à ρ moins ρm. Alors, cette formule, elle est quand même assez importante. Alors, c'est celle qu'on aurait pu obtenir de la même façon euh, si jamais j'avais développé et simplifié au premier ordre cette formule-là, mais ici je l'ai obtenue directement. Bon, de façon peut-être un peu moins rigoureuse, un peu plus géométrique, mais en tout cas, en quoi elle me sert? Lorsque je vais faire une manip avec des robots qui vont tourner autour d'une zone, je vais prendre un point de référence qui va me donner Lxm, Lym, ρm, et mon GPS, lui, va me générer à chaque instant Lx, Ly et ρ. Je vais appliquer cette formule de changement de repère qui va me donner à chaque instant
dans la carte locale ici représentée en vert mes coordonnées où le centre du repère, c'est mon point de référence M. Alors on vient de voir à l'instant comment on arrivait à se repérer en prenant en compte la rotondité de la Terre. Maintenant on va plutôt s'intéresser à comment générer le champ de vecteurs que notre robot doit suivre. Alors là, contrairement à ce qui se passait précédemment lors du contrôle où on essayait de suivre un point particulier, là on va essayer de prendre en compte le fait que on a des objectifs qui vont nous à suivre. Donc on va essayer d'aller d'un waypoint à un autre, mais on a aussi des obstacles qu'il va nous falloir éviter. Il va falloir éviter la collision avec d'autres robots. Et ça ne rentre pas dans les observateurs qui cherchent à tout simplement nous localiser ou à contrôler notre système. On sait parfaitement le faire aller plus vite à gauche ou à droite, mais nous guider, c'est-à-dire dans quelle direction aller, de façon à éviter les obstacles et à trouver notre chemin qui nous amène à notre objectif. Alors pour cela, on va utiliser une méthode assez classique dans le monde de la robotique qui s'appelle la méthode des potentiels artificiels. Alors dans cette méthode-là, un robot est vu comme une particule ponctuelle dans un champ de potentiel. Donc on peut avoir des points qui vont être attractifs. Alors c'est un petit peu comme si notre robot était une particule chargée plus. Et puis ici, une particule attractive va être associée moins. On va calculer le potentiel associé et ça va exercer une force. Une force qui va attirer notre robot dans cette direction-là. Mais on a aussi des obstacles. Alors ici, plus, moins. On a des obstacles. On veut que notre robot évite un autre robot. Donc on va charger plus, par exemple. On va donc engendrer des forces répulsives. Et ça va se traduire par des techniques de potentiel qu'on va pouvoir additionner, soustraire, de façon à rendre des lignes attractives, de obliger le robot à se déplacer dans une direction donnée. Un potentiel, c'est une fonction V qui a une position, donc de R2 ou de R3, nous associe un scalaire de R. Un champ de vecteurs, c'est une fonction qui va de R2 ou R3 dans R2 ou R3. Si j'essaye de dessiner un champ de vecteurs, comment je vais pouvoir procéder? Déjà, je me place dans l'espace de départ, c'est-à-dire R2. Ensuite, je prends un point de R2, donc ça c'est R2, l'espace de départ. Et à chaque point de R2, j'associe une flèche qui correspond à son image dans R2. Donc si je veux la dessiner, voilà le dessin d'un champ de vecteurs. C'est lui qui va représenter le guidage de mon robot. Alors ici, j'en ai représenté quelques-uns. Ici, à gauche, on a un champ de vecteurs uniforme, où à chaque point de mon espace de départ, j'associe une direction pour mon robot à suivre, qui est constante, quel que soit l'endroit où il veut aller. Ici, j'ai un point qui est répulsif. C'est-à-dire si mon robot est là, il devra se diriger vers là. S'il est là, vers là. Et puis on voit bien qu'il y a une répulsion. Mon robot est guidé de façon à fuir ce point-là. Ici, on a à nouveau un point répulsif, alors qu'ici, il est attractif. C'est-à-dire si j'initialise mon robot ici, par exemple, il va manœuvrer pour suivre ici et être attiré vers son objectif qui peut être représenté par ce point-là qui lui peut bouger dans le temps. Si mon robot est là, à une position P, je vais lui associer le comportement voulu par une fonction V de P. La fonction V de P, je vais pouvoir la représenter par des courbes de niveau. Par exemple, ici, V de P,
égale 5. Ici, 4. Ici, 3, etc. Donc ici, je peux avoir 2 et 1, et ça correspond à un minimum pour ma fonction v. Alors, le gradient de ma fonction v est perpendiculaire aux courbes de niveau et va vers les potentiels croissants. Donc ça, c'est le gradient de v de p. C'est une fonction qui va de R2 dans R2, puisqu'ici mon espace est de dimension 2, et ça correspond à un champ de vecteurs. Mais en physique, on a la relation qui nous dit que F, la force, est égale à moins gradient de V de P, c'est-à-dire qu'on représente la direction qu'on veut suivre. Elle ne va pas non pas aller dans ce sens-là, mais de façon à aller vers les potentiels minimums. Donc on va représenter ici par des forces artificielles qui vont nous amener à aller vers notre objectif. Donc F correspond à ce qu'on va demander à notre contrôleur à suivre, donc principalement un cap et une vitesse. Alors, en ce qui concerne les potentiels classiques, on va avoir, alors pour V de P, on va avoir les potentiels attractifs qui nous dit que si notre robot est là, en position P, et on veut aller en ce point-là, qui est en P chapeau. On va regarder l'erreur entre les deux. Alors l'erreur correspond à P chapeau moins P, donc que je représente ici, E. Et si je considère cette erreur comme à faire converger vers 0, je vais prendre comme potentiel V de P est égal à la norme de P moins P chapeau. Où ça joue le rôle de l'erreur. Et si je prends moins le gradient, donc si je prends moins le gradient de V de P, ça va être ici P moins P chapeau divisé par la norme de P moins P chapeau avec un moins. Donc ça, c'est toujours un vecteur unitaire qui tend en fait à inciter mon robot à aller dans la direction de P chapeau, mais c'est pas parce que je suis plus loin que je vais avoir une force plus forte. Donc, parfois c'est intéressant, parfois ça l'est moins. Et c'est pas ce qu'on appelle une commande proportionnelle au sens classique. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, euh, on l'appelle souvent attractive, donc attractive, euh, mais conique. Alors conique du fait de la forme du graphe de cette fonction-là. Maintenant, il y en a une autre qu'on va considérer maintenant, c'est attractive, mais quadratique. Attractive quadratique. Alors dans ce cas-là, on va avoir V de P qui vaut la norme de P moins P chapeau, donc toujours dans l'idée de le minimiser, mais au carré. Donc si je calcule moins le gradient de V de P, ça va me donner moins 2. Alors comme c'est une forme quadratique, ça se dérive assez bien, ça va me faire quelque chose de linéaire, P moins P chapeau. Donc mon robot va devoir suivre, va devoir essayer de minimiser cette erreur, mais d'autant plus qu'il est plus loin. Donc ça correspond à une commande proportionnelle au sens classique. Alors maintenant, si on veut que notre robot ne soit pas attiré vers un point, mais attiré vers une ligne. Alors je vais essayer de représenter ça. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. On va considérer une ligne ou un plan, ligne attractive. Alors je vais représenter, excusez-moi,
je vais représenter ici une ligne. Alors, voilà. Une ligne qui va aller de A vers B, par exemple. Alors, je prends un point, bon, je vais peut-être pas l'appeler A, je vais l'appeler, disons, P chapeau. Alors, chapeau comme un peu une consigne. Et puis, je vais la repérer par un vecteur ici, normal, que j'appelle, donc il est normé, N chapeau, qui est perpendiculaire à cette ligne. Alors, on comprend bien que pour rendre cette ligne attractive, je vais devoir calculer si P est là, donc ça correspond à mon robot, P. Je vais devoir calculer l'erreur qui correspond à cette distance qui est là. Alors pour ça, cette erreur, elle va être donnée par... l'erreur, ça va être égal au produit scalaire entre n et P moins P chapeau. Alors P moins P chapeau, c'est ce vecteur-là. Et puis, si je fais le produit scalaire avec n chapeau, ça va me donner cette erreur. Alors, l'erreur est égale à n transpose fois P moins P chapeau. Et dans un tel cas, le potentiel que je vais considérer, V de P, sera égal à la norme de ça au carré, c'est-à-dire P moins P chapeau transpose fois N chapeau transpose multiplié par P moins P chapeau. Alors je le mets sous cette forme-là parce que ça fait apparaître ici une matrice Q. J'ai donc une forme quadratique classique que je sais différencier et j'en déduis directement que moins le gradient de V de P, donc la force, vous voyez, la force associée, ça va être égal à moins 2 fois la matrice Q, c'est-à-dire N chapeau transpose, multiplié par P moins P chapeau. Voilà. Alors maintenant, une autre qui peut être importante, ça va être une charge répulsive, donc un champ répulsif. Dans un tel cas, par analogie avec la physique, je vais prendre une fonction potentielle V de P qui est égale à 1 sur la norme de P moins Q chapeau. Alors Q chapeau, c'est l'obstacle à fuir. Et donc, la force associée, c'est moins le gradient. Ça va être égal à P moins Q chapeau divisé par la norme de P moins Q chapeau au cube. Et enfin, une autre importante, ça va être uniforme. Donc si je veux que mon robot aille suivant une direction donnée, on veut un champ de force uniforme. Donc je vais prendre comme fonction V de P est égal à moins V chapeau transpose, où V c'est le champ uniforme fois P. Et donc la force associée, ça va être égal à V chapeau. Alors l'avantage de cette formulation-là, c'est que si jamais je me mets dans une configuration suivante, alors je vais prendre par exemple une ligne que je veux suivre. J'ai mon robot qui se trouve ici. Je veux qu'il aille
ici. Donc, je vais rendre ce point-là plutôt attractif. Et ça, je l'exprime par un potentiel V, mettons VA comme attractif. Je veux aussi qu'il essaye de se rapprocher de cette ligne-là. Donc dans ce cas-là, je vais aussi donner un potentiel qui tend à se rapprocher de cette ligne-là. Alors là, je dessine non pas le potentiel, mais le champ de vecteur associé, donc moins le gradient du potentiel. Et puis ici, il y a par exemple euh, des obstacles. Alors celui, je ne veux pas qu'il aille ici parce que par exemple il y a un rocher ou peu importe. Donc ici j'ai Q chapeau. Donc je vais à nouveau représenter VQ, le potentiel associé, qui est une fonction. Et puis je veux qu'il aille quand même dans une direction privilégiée qui est par exemple cette direction-là, parce que je veux non seulement qu'il soit tiré vers la ligne, mais qu'il aille plutôt dans cette direction-là, dans le but de rejoindre le point attractif. Eh bien, je vais générer mes 4 fonctions. Ma fonction ligne, VL, l'obstacle répulsif VQ, VA, et puis ici le champ uniforme VU, par exemple. Je vais les additionner. Donc je vais faire VA plus VQ plus V uniforme plus V ligne. Alors bon, je donne quand même des petites flèches pour représenter graphiquement ce que ça signifie. Je vais calculer, donc ça me donne mon potentiel global. Je vais calculer moins le gradient de cette fonction. Et je vais demander à mon contrôleur de suivre ce qui est donné ici. Donc de suivre ce champ de force. Et il va en résulter pour mon robot, il va se mettre à tourner, à être attiré par la ligne, suivre cette ligne, éviter l'obstacle comme ça, aller ici et éventuellement rejoindre ce point-là, mais comme il est attiré par la ligne, il va peut-être rester là. Mais en tout cas, j'arrive à décrire le comportement de mon robot d'une façon assez simple, assez robuste, et j'arrive de cette façon à gérer l'anticollision entre plusieurs robots, à m'arranger pour que les robots suivent des lignes privilégiées d'une façon simple, élégante et robuste.